Une nuit du mois de juin, un meurtre horrible a eu lieu dans un appartement sur Fullerton, San Francisco. La victime, Hills, a été retrouvée morte dans son appartement avec 3 blessures mortelles. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune arme sur les lieux, et la police de San Francisco a rapidement conclu qu'il s'agissait d'un suicide. Cependant, la famille de Hills n'a pas accepté cette explication. Ils croyaient qu'il avait été assassiné. L'enquête a duré plusieurs années, avec la participation de la police, des experts médico-légaux et de courageux journalistes, qui ont révélé une série de mystères et de détails suspects entourant l'affaire de Hills. C'est une histoire de justice retardée, de relations complexes et du voyage incessant de la famille de la victime dans sa quête de la vérité. Que s'est-il vraiment passé cette nuit fatidique? Qui est derrière ce crime? Vous regardez la chaîne Affaires réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses, les histoires les plus intrigantes que vous n'avez peut-être jamais entendues. Pour découvrir les indices restants de cette affaire mystérieuse, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour nous soutenir. Maintenant, nous allons approfondir cette affaire. Le vendredi 1er juin 2007, dans la région de East Valley, dans la baie de San Francisco, Hugh, un homme de 36 ans, surnommé affectueusement H par ses amis, était rempli de joie. Il venait d'être promu et avait reçu une augmentation de salaire chez le Frog, une entreprise de jeux vidéo où il occupait le poste d'ingénieur son en chef. Hugh était connu comme un homme drôle, apportant toujours le sourire à ceux qui l'entouraient. Vers 22h30, Hugh et ses amis se sont rendus au bar Underground SF, au centre-ville. Ils ont levé leurs verres, chanté et dansé, profitant de la joie du week-end dans l'ambiance animée de la musique et des lumières. Une photo a capturé Hugh, ivre de bonheur, sur la piste de danse. Il portait une casquette, une montre et tenait un verre de vin. Personne ne savait que ce serait la dernière photo de lui. À 2h du matin, le bar a fermé, et le groupe d'amis s'est séparé à regret. Hugh, célibataire et plein d'énergie, a dit à ses amis qu'il continuerait la fête avec une belle fille avant de partir. Il n'a pas oublié de rappeler à tout le monde leur rendez-vous pour une balade à moto le samedi matin. Sous le ciel nocturne, ses amis lui ont fait un signe d'au revoir. Hugh est rentré seul à son appartement au 462 rue Long, à seulement 10 minutes de marche du bar. Le lendemain matin, à 8h10, un voisin vivant dans le même immeuble s'apprêtait à sortir lorsqu'il a remarqué des traces de sang sur les marches devant sa porte, près de la clôture. Un mauvais pressentiment l'a envahi, et son cœur s'est serré. Paniqué, il a immédiatement sorti son téléphone et appelé le 911. La police de San Francisco est rapidement arrivée sur les lieux. Ils ont suivi les traces de sang jusqu'à l'escalier menant à l'appartement 462. La poignée de porte était également couverte de sang. Cependant, malgré les coups de la police, l'intérieur restait silencieux. N'ayant pas d'autre choix, ils ont fait le tour de l'appartement et ont enfoncé la porte pour entrer. Une odeur âcre les a frappés. La pièce était en désordre, un verre de vin brisé, une télévision renversée, des fils électriques emmêlés, des traces de sang partout sur les murs et les portes, et des marques de griffures désespérées. Hugh était effondré contre le mur de la chambre, au milieu d'une flaque de sang séché. Il n'y avait plus de vie en lui. Le médecin légiste a déterminé que le moment du décès se situait entre 2h30 et 3h du matin, soit seulement 1 heure après avoir quitté le bar. 1 heure plus tôt, il était encore joyeux et parlait avec ses amis, mais maintenant, il gisait là, dans un état pitoyable. Que s'était-il passé? La mort soudaine de Hugh a choqué ses amis, y compris Melissa, son ex-petite amie. Bien qu'elle soit à Washington, elle a immédiatement réservé un vol de nuit pour San Francisco. Hugh était français et travaillait pour une entreprise américaine. Tôt le lendemain matin, ses parents, de l'autre côté de l'océan, ont été réveillés par le son insistant du téléphone. Ils ont décroché et ont entendu la voix brisée de Melissa, « Hugh est mort ». Cette courte phrase a frappé comme un coup de tonnerre, plongeant le couple âgé dans un abîme de douleur et de confusion. Mais ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Ils ont rapidement fait leurs valises et sont partis pour les États-Unis. Pendant ce temps, la police de San Francisco était confrontée à des difficultés. La baie ne manquait pas d'affaires étranges, mais aucune ne les avait laissés aussi perplexes que celle de Hugh. D'abord,
Les portes avant et arrière de l'appartement étaient verrouillées de l'intérieur. Les clés étaient encore dans la pièce, les fenêtres fermées, sans signe d'effraction. Avant que la police ne force la porte, l'appartement était pratiquement un espace clos. Le crime s'est produit à l'aube, mais les lumières n'étaient pas allumées, les restes de nourriture dans la cuisine n'avaient pas été nettoyés. Tous les indices montraient qu'aucun étranger n'était présent au moment du crime. De plus, les biens de Hugh étaient intacts, son téléphone, son ordinateur, son portefeuille étaient à leur place habituelle. Dans sa poche, il y avait ses clés de voiture, son permis de conduire et 80 $ en espèces. La police a vérifié les factures et confirmé que rien n'avait été volé. Il était clair que ce n'était pas un vol avec violence. En observant la scène, les enquêteurs ont remarqué que le sol était couvert de traces de sang et de pas ensanglantés. Cependant, toutes les traces appartenaient à Hugh. Les motifs sur les semelles de ses chaussures étaient clairs, sans signe de lutte ou de bagarre. On aurait dit que Hugh avait marché seul dans l'appartement. En suivant les traces de pas, les enquêteurs ont remarqué qu'entre les grandes flaques de sang, il y avait une série de petites gouttes de sang. Ces gouttes s'étendaient de la porte d'entrée, le long du couloir, à travers la cuisine et le salon, et s'arrêtaient là où Hugh s'était effondré. Les gouttes de sang étaient parfaitement rondes, sans traîner, ce qui indiquait que le sang avait coulé calmement d'en haut. En d'autres termes, Hugh se déplaçait très lentement dans la pièce, comme s'il luttait dans les derniers instants de sa vie. L'autopsie a révélé que la victime mesurait environ 1,75 m et pesait 80 kg. C'était un homme blanc aux cheveux bruns, avec des signes de calvitie naissante. Ses cheveux mesuraient environ 10 cm de long. De son vivant, il avait subi une circoncision. Ces détails seraient pertinents pour l'affaire plus tard. Hugh avait 3 blessures principales, toutes du côté gauche de son corps, une à l'abdomen, une à la poitrine et une à la gorge, infligées par une arme tranchante. Le poumon gauche avait été perforé, et la blessure à la gorge était la plus grave, sectionnant une artère et provoquant une hémorragie massive. C'était le coup fatal. Hugh s'était effondré sur le sol, son front meurtri, ses mains levées, avec des égratignures sur les poignets. Le bracelet de sa montre droite était cassé et gisait sous lui. La chose la plus étrange était que sa main gauche serrait encore une poignée de cheveux noirs et bouclés, d'environ 10 mèches de moins de 5 cm de long. Il s'agissait clairement d'un meurtre. Cependant, alors que l'enquête progressait, la direction des soupçons est devenue confuse. En examinant les effets personnels de Hugh, la police a découvert qu'il n'était pas seulement un employé de bureau ordinaire, mais aussi un esprit littéraire, aimant lire et écrire. Dans son carnet, il y avait une phrase soigneusement écrite: « Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre éternellement. » Cette citation célèbre, popularisée par Mahatma Gandhi, a surpris la police. Mourir demain? Hugh aurait-il mis fin à ses jours? En réalité, la police s'est concentrée sur cette phrase sans en comprendre la signification profonde. En fait, cette citation encourage les gens à vivre pleinement, à chérir la vie comme si c'était leur dernier jour, et à continuer d'apprendre comme s'ils devaient vivre éternellement. On peut dire que la police a complètement mal interprété le sens de cette phrase. Le téléphone de Hugh était posé sur la table basse à côté de lui, sans aucune trace de sang. Cela montrait qu'avant sa mort, il n'avait pas essayé d'appeler le 911 pour demander de l'aide. Dans la cuisine en désordre, près de l'évier, il y avait 2 couteaux à steak, avec des lames tachées d'un liquide rouge. La police croyait que c'était l'arme qui avait coûté la vie à Hugh. Pendant ce temps, les officiers enquêtant à l'extérieur rapportaient également de nouvelles découvertes. L'immeuble où vivait Hugh comptait 4 appartements. Les voisins vivant à côté de son appartement ont déclaré qu'à environ 2h40 du matin, juste avant l'heure estimée du décès de Hugh, ils avaient été réveillés par le bruit d'une porte claquant. Ensuite, ils ont entendu des pas précipités descendant les escaliers et un bruit sourd, comme si quelqu'un était tombé, mais il n'y a eu aucun cri ou appel à l'aide. Quelques secondes plus tard, tout était redevenu silencieux jusqu'au lendemain matin, lorsqu'ils ont appris qu'un meurtre avait eu lieu à quelques pas de l'immeuble. Une caméra de surveillance à l'entrée du garage a capturé Hugh entrant seul un peu après 2h du matin. Bien que l'image soit floue, son ex-petite amie et ses proches ont confirmé qu'il s'agissait bien de Hugh. Toute la nuit, la rue était calme, sans aucun mouvement suspect. Ce n'est qu'à 8h30 du matin que la police est arrivée sur les lieux. En reconstituant les événements, il était clair que Hugh était seul dans l'appartement.
Cela renforçait l'hypothèse du suicide. Le rapport d'autopsie a également conclu qu'il n'y avait aucun signe d'effraction dans l'appartement. Seul le sang et les cheveux de Hugh étaient présents, et tous les échantillons d'ADN lui appartenaient. Après avoir examiné toutes les preuves, en moins d'une semaine, la police de San Francisco a rapidement clos l'affaire et a reconstitué les événements de la nuit du meurtre de Hugh. Selon eux, cette nuit-là, Hugh avait bu de l'alcool et pris des stimulants lors de la fête. Il était tombé dans un état d'hallucination et de panique. De retour chez lui, il avait pris un couteau dans la cuisine et s'était infligé des blessures. Il s'était donné 3 coups sur le côté gauche de son corps. La perte de sang l'avait ramené à la réalité, mais il était trop tard. Dans un dernier geste de désespoir, il avait étubé jusqu'à la porte, laissant des traces de sang sur les marches, peut-être pour alerter ses voisins. Puis il était retourné à l'intérieur, attendant la mort. Cependant, en tant que perfectionniste, Hugh avait créé un rituel pour son départ. Il avait verrouillé la porte de l'intérieur pour ne pas changer d'avis. Ensuite, il avait marché le long du mur, laissant des empreintes digitales et des traces de sang. Finalement, il avait choisi une position impressionnante et s'était effondré. La police a également suggéré que Hugh avait montré des signes d'abandon de la vie avant cela. La citation de Gandhi était considérée comme sa lettre d'adieu. Il ne manquait que sa signature et la phrase « Ceci est ma lettre de suicide » avant la conclusion absurde de la police. Sa famille et ses amis sont déterminés à obtenir justice pour lui. Melissa, son ex-petite amie, est la plus déterminée. Les beaux souvenirs qu'elle a de lui la réchauffent toujours. Melissa se dit que, quelle que soit l'enquête de la police, elle trouvera la vérité. Il est né le 11 juin 1970 dans une ville côtière de Bretagne, en France. Son père, François, était ingénieur dans une centrale nucléaire. La famille était aisée, et il a bénéficié d'une bonne éducation. Il avait une élégance naturelle qui faisait la fierté de ses parents. En 1998, il est arrivé à New York avec le rêve américain et 100 000 fans. Il a rapidement été séduit par le glamour de la ville. Lors d'une rencontre, il a fait la connaissance de Melissa, une journaliste. Ils partageaient de nombreux centres d'intérêt et avaient d'innombrables sujets de conversation, allant des musées d'art à la mort, en passant par les voyages et les animaux. Ils sont rapidement tombés amoureux. Pendant 5 ans, ils ont vécu ensemble, se sont séparés plusieurs fois, puis se sont retrouvés, mais le bonheur a toujours prédominé. Ils ont voyagé à travers les États-Unis et dans de nombreux endroits du monde. Même après leur séparation, ils sont restés de bons amis. Ses amis le décrivaient comme une personne optimiste. Toujours prêt à aider les autres, il arborait toujours un sourire et entretenait des relations étroites avec ses parents, qu'il appelait chaque semaine. Personne ne croyait qu'il mettrait fin à ses jours à l'approche de son 37e anniversaire. Lorsque Melissa et les parents de Hill se sont rendus au poste de police, ils n'ont reçu que froideur et indifférence. La police a suggéré qu'il était passionné par la culture japonaise et qu'il aurait pu se suicider en suivant le rituel seppuku des samouraïs. Cette explication semblait plausible, mais elle était très superficielle. Face à cette réaction irresponsable, Melissa était convaincue que la meilleure façon de lui rendre hommage était d'agir immédiatement. En tant que journaliste, elle comprenait la puissance de l'opinion publique. Justice pour tous, avec la famille, les amis et les collègues de Hill, Melissa est descendue dans la rue pour réclamer justice pour sa mort. Pendant ce temps, les parents de Hill, bien que dévastés, étaient déterminés à ne pas laisser leur fils partir dans l'injustice. Ils ont engagé un détective privé, surnommé le Columbus de Californie, qui avait 25 ans d'expérience et avait traité plus de 5000 affaires. En une semaine, il a dressé un tableau différent de l'affaire de Hill, un tableau qui contredisait presque entièrement la conclusion de suicide de la police. Il était ingénieur du son avec un salaire de plus de 70 000 $ par an. C'était une personne joyeuse, drôle, passionnée et avide de découvertes. Il économisait chaque mois et avait près de 100 000 $ sur son compte. Son objectif était d'acheter une maison en Argentine. 2 semaines avant l'incident, il avait été promu et avait reçu une augmentation de salaire. Ce soir-là, il était allé au bar pour fêter cela avec des amis. Avant de rentrer, il avait même dit à un ami proche qu'ils iraient faire un tour en moto le lendemain. Le week-end, il avait prévu de rencontrer un ami d'enfance en Californie. Un jeune homme plein de vie, avec un avenir prometteur comme il, n'avait aucune raison d'abandonner la vie. Cependant,
le détective privé a commencé à découvrir certains de ses secrets. Après sa rupture avec Melissa, il s'est laissé aller. Il est devenu un joueur, ne cherchant pas de relations stables mais s'engageant dans des liaisons éphémères. Les réseaux sociaux et les sites pour adultes sont devenus ses outils. Ses amis l'ont averti, mais il n'a pas écouté, continuant son mode de vie libertin. Il ne cherchait que la stimulation et le plaisir. La nuit de l'incident, après avoir dit au revoir à ses amis au bar, il a même dit avec enthousiasme qu'il trouverait une belle fille pour passer la nuit et rendre la fête encore plus excitante. Il utilisait également des substances illicites, ce qui l'a mis en contact avec des éléments douteux. Le détective privé, familier avec cette zone, en particulier la rue Lien, où des prostituées, des trafiquants de drogue et des gangs criminels opéraient souvent, a suggéré qu'il aurait pu être impliqué dans une transaction ou une vendetta qui aurait conduit à sa mort. Cependant, les images des caméras de sécurité montrent qu'il est rentré chez lui seul, sans signe de suivi. L'instinct du détective lui dit qu'il y a encore un secret non révélé, un élément clé manquant. Alors que le détective menait son enquête, il a reçu le rapport d'autopsie de la police de San Francisco et a été stupéfait. Ce rapport était totalement absurde. Premièrement, les résultats montraient qu'à part l'alcool, il n'avait aucune trace de drogue dans son système. Comment aurait-il pu avoir des hallucinations et se poignarder lui-même? Deuxièmement, le couteau à steak n'avait pas de sang sur la lame, seulement une tache rougeâtre sur le manche. De plus, le rapport contenait de nombreuses incohérences. Le père de Hill, François, a exprimé ses doutes. Il mesurait 1,84 m, pas 1,75 m, et n'avait jamais subi de circoncision. Il était également un passionné de karaté, avec un corps robuste. S'il avait été attaqué, il aurait résisté. Dans sa main gauche, il tenait fermement une mèche de cheveux noirs qui n'était pas les siens, mais l'autopsie n'a pas analysé l'ADN. Après avoir enquêté sur la scène du crime, le détective privé a découvert que la caméra de surveillance avait un angle mort. La caméra ne filmait que d'ouest en est, ce qui signifie qu'elle ne capturait que Hill rentrant chez lui. Si quelqu'un s'était approché de la direction opposée, la caméra ne l'aurait pas enregistré. Sur la base des images de la scène, le détective et le père de Hill ont émis l'hypothèse qu'il était rentré chez lui, mais pour une raison quelconque, il avait ouvert la porte. Il a fait face à son agresseur et a été poignardé 3 fois. Pendant la lutte, il a arraché une mèche de cheveux de son agresseur, mais à cause de ses blessures, il est rentré chez lui et a verrouillé la porte. Avec une blessure au cou, il n'a pas pu appeler à l'aide. Le meurtrier a escaladé la clôture et s'est enfui. Si cette hypothèse est correcte, une analyse des traces de sang devant la porte aurait pu fournir des indices, mais la police a déclaré qu'il était impossible de les vérifier car aucun échantillon n'avait été conservé. Les pompiers avaient nettoyé la scène pour éviter de paniquer les passants. Le couteau à steak n'avait pas de sang, et la police a avancé une explication peu convaincante. Il était peut-être un maniaque de la propreté, et même dans son agonie, il aurait nettoyé le couteau. Cette explication a été vivement critiquée par les médias. Finalement, en décembre 2007, la police de San Francisco a classé l'affaire comme un décès de cause inconnue. Certains journalistes ont souligné que cette affaire pourrait être une tragédie typique d'un étranger aux États-Unis. Il était un étranger sans famille ni proche aux États-Unis, et sa disparition ne causerait pas de grands remous. Plus important encore, à l'époque, la situation sécuritaire dans la baie de San Francisco était un casse-tête pour la police. Après l'incident, en raison du manque de personnel, la police a rapidement conclu qu'il s'agissait d'un suicide ou d'une mort de cause inconnue, ce qui permettrait de maintenir de belles statistiques sur les crimes et d'éviter d'affecter les campagnes électorales des politiciens. Les parents de Hill, après être retournés en France, n'ont pas abandonné. Ils ont trouvé un avocat et ont porté l'affaire devant les plus hautes instances de Paris. 1 an plus tard, une équipe d'enquêteurs français a été envoyée à San Francisco pour ouvrir l'enquête sur l'affaire de Hill. La mère de Hill a déclaré que c'était la première fois que la police étrangère venait à San Francisco pour faire appliquer la loi. Cependant, dès leur arrivée aux États-Unis, les policiers français ont été accueillis avec froideur par la police américaine. Ils ont refusé de discuter du dossier de l'affaire. Les détectives et les médecins légistes qui avaient travaillé sur l'affaire avaient déjà quitté leur poste. François, le père de Hill, a dû se tourner vers l'ambassade de France pour demander de l'aide. Après avoir contacté les autorités de Washington et reçu des instructions, la police de San Francisco a finalement remis les documents. À ce moment-là, la police française a commencé à analyser l'affaire.
Ils ont interrogé plus de 50 personnes, récupéré des données de l'ordinateur et du téléphone de Hill et reconstitué les dernières heures de sa vie. Le matin du 1er juin, il est allé à son entreprise, CHM, et a discuté avec ses collègues. À 17 h, il est rentré chez lui, s'est douché, puis est allé à une galerie d'art pour un rendez-vous. Après 22 h, il est allé au bar avec des collègues pour célébrer. À 21 h, les caméras de sécurité l'ont filmé rentrant chez lui. Après être rentré, il a consulté des informations sur l'immobilier en Argentine, s'est connecté à des réseaux sociaux et à des sites pour adultes. À 2 h 20, il a appelé un ami qui a rapporté qu'il avait dit qu'il voulait trouver une stimulation et passer la nuit avec une fille. Ce furent ses derniers mots. À 2 h 40, l'ordinateur portable de Hill a soudainement perdu sa connexion, signe que le câble d'alimentation avait été débranché. Cette période reste un mystère. Peu après, les voisins ont entendu des bruits étranges, des portes qui s'ouvraient et se fermaient, des pas précipités dans les escaliers, puis un silence effrayant. Il avait l'habitude de laisser sa porte ouverte et ne refusait jamais aucune fille. Aurait-il provoqué le mari ou le petit ami de l'une d'elles et subi une vengeance? À ce moment, un suspect est apparu, Mark, le patron de Hill. Contrairement à ses collègues en deuil, Mark avait une expression étrange, presque jubilatoire. Lors de l'enquête, il a été révélé que la femme de Mark avait une relation avec Hill et que Mark avait été cocufié par un subordonné. Mark aurait-il pu tuer Hill? Cependant, l'alibi de Mark l'a exclu de la liste des suspects. De plus, les voisins ont mentionné qu'il y avait une petite porte sur le côté droit du bâtiment, sans caméra. Cette porte était utilisée pour le stockage ou le stationnement. Dans les images de la scène, il semblait y avoir des traces de sang sur le mur de briques près de cette porte, mais la police de San Francisco n'y avait pas prêté attention. Lorsque la police française est arrivée, la scène avait déjà été détruite. Après une nouvelle autopsie, la police française a confirmé qu'il n'avait aucune substance illicite dans son corps. Cependant, la mèche de cheveux noirs et bouclés qu'il tenait avait disparu. Sur la base de la taille et de la profondeur des blessures, ils ont déterminé que l'arme était un poignard, pas un couteau à steak. Selon ses vêtements et son dernier appel, il semblait qu'il se préparait à sortir pour un rendez-vous, mais quelque chose s'est produit juste devant sa porte. La substance rougeâtre sur le couteau à steak s'est avérée être de la sauce tomate. En d'autres termes, aucune arme du crime n'a été trouvée sur les lieux. La police française a également découvert un détail important. La caméra de sécurité du parking voisin ne prenait des images que toutes les 5 secondes. Si quelqu'un se déplaçait trop vite, son image n'aurait pas été enregistrée. Plus important encore, à l'intérieur, le fil de l'horloge avait été coupé. Sous le corps de Hu, des traces de sang microscopiques ont été découvertes. Après une analyse ADN, il a été révélé que ce sang n'appartenait pas à la victime. Après 15 jours d'enquête, la police française a publié un rapport de 2000 pages concluant que H avait été assassiné. Plus d'1 an après le crime, la cause du décès de H a été confirmée comme étant un homicide, mais qui est le suspect? Avant la conclusion de la police française, le SFPD, San Francisco Police Department, a déclaré que l'affaire était toujours suivie, mais ils sont restés passifs, ne cherchant pas à identifier une personne dont l'ADN correspondrait. Ils ont affirmé ne pas avoir suffisamment de preuves pour forcer quelqu'un à fournir un échantillon d'ADN. Face à cette situation, en février 2009, le père de Hill, M. Franco, a décidé d'agir. Franco a offert une récompense de 100 000 $ pour inciter le public à aider à découvrir la vérité. Ces flyers ont rapidement envahi les rues de San Francisco. Une autre hypothèse a émergé. Le meurtrier pourrait être quelqu'un de familier avec la zone. La maison de Lyndon Street avait 2 étages, avec 2 appartements à chaque niveau. Au premier étage, Hu vivait dans l'appartement de droite, tandis qu'un couple occupait celui de gauche. Au deuxième étage, Carr vivait à droite et GR à gauche. Après que la récompense ait été annoncée, un appel anonyme a désigné CR comme suspect. L'appelant a affirmé que CR avait un tempérament imprévisible et était capable de tuer la victime. L'enquête a révélé que CR avait été membre d'un gang criminel notoire, le PCP, impliqué dans le trafic de drogue, d'armes et d'autres activités illégales. Plus tard, CR a déclaré avoir changé de vie, mais il portait toujours un petit couteau, un vestige de son passé criminel. GR et il avaient eu des conflits violents concernant une place de parking.
Les voisins ont confirmé avoir entendu une dispute intense provenant de l'appartement de CR, avec des menaces de mort et des cris terrifiants. Monsieur Franco, le père de Hill, avait rencontré CR et l'avait trouvé amical. GR avait même acheté un vieux vélo à Hill, laissant une bonne impression. Mais quel était le motif du crime? Est-ce que des conflits mineurs pouvaient conduire à un meurtre? Le couteau que CR portait était un couteau à câble, incompatible avec les blessures de U. Après le crime, CR a soudainement disparu, devenant un fugitif. Les détectives ont essayé de le retrouver sans succès. Lorsqu'ils ont demandé l'aide de la police de San Francisco, celle-ci a refusé, invoquant un manque de preuves. Face à l'impasse, M. Franco a décidé de chercher lui-même la justice. Il a passé des années à voyager entre San Francisco et la Bretagne, persistant à collecter des échantillons d'ADN de ceux qui avaient vécu près de son fils. Bien que beaucoup aient déménagé, il n'a jamais abandonné. M. Franco a rencontré quiconque pouvait fournir des informations sur l'affaire. Avec l'aide d'un détective privé, il a réussi à convaincre CR de le rencontrer dans un café, espérant que CR accepterait de fournir un échantillon d'ADN pour analyse. En 2010, Melissa est devenue un rayon d'espoir dans l'affaire Hill. Grâce à sa persévérance et à ses efforts incessants, elle a forcé la police de San Francisco à reconsidérer ses conclusions hâtives sur l'affaire. Les contributions de Melissa ont été reconnues par le prestigieux prix James Madison. Sans elle, l'affaire aurait probablement été oubliée. Melissa a courageusement exposé les lacunes du département de police de San Francisco, contribuant à des changements positifs dans les méthodes d'enquête. Aujourd'hui, Melissa est une journaliste renommée. Chaque année, elle suit de près l'affaire de U, posant des questions sur la manière dont l'enquête est menée. La police continue de donner des réponses vagues, mais tout le monde comprend qu'il s'agit d'une tentative d'esquiver la vérité. La dernière mise à jour sur l'affaire il remonte à novembre 2021. Sur la page commémorative Facebook de U, Melissa, son ex-petite amie, a posté un statut indiquant que l'affaire reste non résolue. Monsieur Franco, le père de U, a exprimé une détermination inébranlable: je ne cesserai jamais de chercher la vérité, peu importe où cela me mène. Je n'abandonnerai jamais. Le mystère entourant la mort de U reste sans réponse. La communauté en ligne a proposé deux hypothèses qui pourraient être la clé de l'affaire. La première est que U a été tué lors d'une transaction illégale de drogue. Les motifs des meurtres sont souvent liés à l'amour, à l'argent ou à la vengeance. L'hypothèse d'un crime passionnel n'a pas de base solide. Le motif financier ne semble pas non plus plausible, car U n'avait pas de dettes évidentes. La possibilité la plus forte est un règlement de compte entre U et des trafiquants de drogue. U était connu pour consommer occasionnellement des substances illicites. La nuit du crime, il avait dit à ses amis qu'il cherchait de la drogue pour se stimuler. La zone où il vivait était un terrain d'activité pour des gangs de trafiquants. Le meurtrier connaissait bien la région et savait éviter les caméras de surveillance. Selon M. Franco, la lumière dans l'appartement de U était allumée après son retour, ce qui pourrait indiquer une transaction de drogue. Un trafiquant serait arrivé, mais au lieu d'une transaction, une dispute a éclaté, conduisant à la mort de U. Le meurtrier s'est échappé par un chemin sans caméra, tandis que U s'est effondré chez lui. La deuxième hypothèse est une erreur d'identité impliquant CR. Avec son passé sombre et ses relations complexes, CR aurait pu être la cible. Les assassins connaissaient bien l'immeuble et les angles morts des caméras. Ils ont tendu une embuscade, mais U est devenu la victime par erreur. Ils ont peut-être fait irruption dans la mauvaise maison ou tué U pour couvrir leur méprise. Dans l'obscurité, U a été poignardé par erreur, ou peut-être que les assassins, craignant d'être découverts, l'ont tué pour éliminer tout témoin. 462 Lyndon Street, 18 ans plus tard, l'immeuble est maintenant entouré d'une clôture solide, mais le mystère entourant la mort de U reste entier. Ses proches continuent de chercher justice. L'histoire de U est un rappel de la fragilité de la vie et mérite d'être préservée. Plus d'une décennie plus tard, l'affaire a ouvert de nombreuses pistes, allant des motifs personnels à la possibilité que U ait été tué en raison de son implication dans le trafic de drogue ou qu'il ait été victime d'une erreur. Cependant, aucune hypothèse n'a suffisamment de preuves pour clore l'affaire, la laissant comme un mystère non résolu. Ainsi se termine la vidéo d'aujourd'hui. L'affaire de U reste non résolue, mais elle sert de rappel important sur la sécurité, en particulier pour ceux qui vivent à l'étranger.
Dans les zones où la sécurité est précaire, il est essentiel d'être prudent avec les inconnus, d'éviter de sortir la nuit et de rester en contact avec ses proches pour minimiser les risques. Que pensez-vous de cette affaire? Un jour, le véritable meurtrier sera-t-il démasqué, ou cette affaire restera-t-elle à jamais un mystère de l'histoire?